Bienvenue dans les Chroniques d'une Lady, le podcast des romans classiques du 19e siècle, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Je vous conseille de vous installer confortablement avec un plaid, un thé. On va continuer notre histoire sur l'histoire malheureuse de Marianne, avec ce Willoughby en fait qui n'est qu'un goujat, qui est déjà engagé avec une autre demoiselle extrêmement riche. Il en a que pour l'argent et rien d'autre. Il a laissé Marianne toute seule, sans la moindre excuse et cruellement en fait. Et enfin, la nouvelle se répand un peu partout dans Londres que Monsieur Willoughby et Mademoiselle Grey vont bientôt se marier. Donc c'est extrêmement dur pour Marianne. Elle est complètement dévastée et au plus bas. Alors, rappel des chapitres précédents. Dans le chapitre 30, Marianne souhaite rentrer chez elle au plus vite et être auprès de sa mère. Madame Jennings vient d'apprendre par des connaissances que Willoughby va épouser Mademoiselle Grey. Elle est complètement étonnée et attristée pour Marianne et dit que Willoughby n'est qu'un vaurien. Dans le chapitre 31, peu de temps après, le colonel Brandon vint à la soirée pour prendre des nouvelles de Marianne et vérifier les commérages au sujet du mariage de Willoughby. Le lendemain, Marianne reçoit une lettre de sa mère qui n'est pas encore au courant de la vérité et espère toujours qu'elle se mariera avec Willoughby. Et enfin, le colonel Brandon arrive également, décidé à révéler des informations au sujet de Willoughby. Raison et sentiments, chapitre 32. Je ne sais à peine par où commencer le récit que j'ai à vous dire, dit le bon colonel à Elinor. Quand j'ai quitté Barton en octobre dernier, il faut que je prenne mon récit de plus loin. Il faut que je vous parle de ma propre histoire. Je vous promets d'être bref. Il s'arrêta un moment comme pour rassembler ses idées, puis il poursuivit. Je pense qu'on va enfin savoir la véritable histoire d'amour du colonel Brandon, cette malheureuse histoire. Vous avez probablement oublié, mademoiselle Dashwood, une conversation que j'eus avec vous un soir à Barton Park. Pendant qu'on dansait, je vous parlais d'une dame que j'avais connue autrefois qui ressemblait à beaucoup d'égards à votre sœur Marianne. Je ne l'ai point oubliée, s'écria Elinor. Je l'avoue, dit Colonel, c'était avec une bien vive émotion que je remarquai chez votre sœur une ressemblance frappante à plusieurs égards avec cette femme qui n'existe plus depuis longtemps. Elisa a été ma proche parente. Orpheline dès l'enfance, elle fut mise sous la tutelle de mon père. Je n'avais qu'une année de plus qu'elle et nous étions élevés ensemble. Elle était la compagne de mes jeux et mon intime amie. Je ne puis me rappeler le temps où je n'aimais pas Elisa. Elisa m'aimait aussi. Son attachement pour moi était aussi vif, aussi passionné que celui de votre sœur pour Willoughby. Jugez donc si je l'excuse, si je le comprends. La fortune d'Elisa était considérable. Nous n'y avions jamais pensé. Elle était destinée à mon frère aîné. Nous l'ignorons tous les deux. Il voyageait avec un gouverneur et connaissait à peine sa jeune cousine, qu'il avait jusqu'alors regardée comme un enfant. Lorsqu'il revint dans la maison paternelle, il avait 24 ans, Elisa 17 et moi 18. Mon père alors, nous dévoilant ses desseins, ordonna à sa nièce de se préparer à donner sa main à mon frère. Prosternée à ses pieds, Elisa, en avouant notre amour, implora en vain sa pitié. En vain offrîmes-nous d'un commun accord de céder à mon frère cette fortune qui nous rendait si malheureux. Mon père traita et notre attachement et cette proposition de folie infantine, il ne lui était pas même permis d'écouter, et persista durement dans ses projets en disant qu'il saurait bien se faire obéir d'elle, ainsi que de mon frère, qui, sans aimer du tout sa cousine, consentait cependant à l'épouser. Au désespoir et décidé à tout plutôt qu'à renoncer l'un à l'autre, nous formâmes un projet d'évasion, mais le jour était fixé et nous devions fuir en Écosse. La trahison ou la sottise de la femme de chambre de ma cousine révéla notre projet. Mon père, en fureur, me bannit de sa maison. Il m'envoya chez un parent dont les terres étaient très éloignées, avec l'injonction de me surveiller, ce dont il s'acquittait avec dureté. Elisa, enfermée dans sa chambre, privée de toute société, de tout plaisir, fut traitée plus rigoureusement encore. Elle me promit en nous séparant que rien au monde ne pourrait ébranler sa constance, et avant que l'année fût écoulée, on m'apprit en me rendant ma liberté que j'avais trop compté sur le courage d'une fille de 17 ans, que celui d'Elisa avait cédé à l'ennui de sa situation, peut-être au mauvais traitement, et que celle qui devait être ma femme, ma compagne, était actuellement ma belle-sœur. Ce coup qui nous séparait à jamais fut terrible. Cependant, j'étais bien jeune, et si j'avais pu croire qu'elle fut heureuse avec mon frère, peut-être aurais-je fini par en prendre mon parti.
Combien ce qui me reste à vous apprendre me coûte à prononcer, dit-il avec un accent étouffé. Et il ne faut pas moins que le motif qui me conduit ici pour m'y décider. Elinor l'encouragea avec un regard plein d'amitié. Mon père mourut peu de mois après ce mariage. Elisa, si jeune encore, sans expérience, livrée à elle-même, avec une vivacité de caractère qui aurait demandé à être guidée, se trouvait unie à un mari qui n'avait pour elle ni attachement, ni aucune de ces attentions qui gagnent par degrés un cœur aimant. Mais la malheureuse Elisa ne trouva qu'un séducteur qui la conduisait à sa perte. Si j'étais restée en Angleterre, peut-être, mais je croyais assurer son bonheur par mon absence bien plus que par ma présence, et dans le seul motif de rendre la paix à son cœur, je la prolongeais plus que je n'aurais dû. 2 ans après, j'appris son divorce. Le colonel Brandon ne put continuer, se leva, se promena vivement dans le salon pendant quelques minutes. Elinor, affectée par ce récit, le conjura de cesser une narration qui lui faisait autant de peine. « Non, lui dit-il, après avoir baisé sa main avec un tendre respect, il faut que vous sachiez tout. » Ils se rassirent l'un à côté de l'autre et il continua. « Je restai encore 3 années, depuis ce malheureux événement, sans retourner en Angleterre. Mon frère, en se séparant d'elle pour raison d'inconduite, n'avait pas été obligé de lui rendre toute sa fortune. Et ce qu'il lui donnait annuellement ne pouvait lui suffire. Je ne pus supporter cette idée, ma cousine, l'amie de mon enfance, l'amante de ma jeunesse, ma sœur, mon Elisa réduite à la misère, me poursuivait sans relâche. Je recommençai de nouveau mes recherches dans tous les lieux où le malheur et le désespoir pouvaient l'avoir conduite. Enfin, après 6 mois de course inutile, je la trouvai par hasard. J'appris qu'un ancien domestique de mon père avait eu du malheur et venait d'être enfermé pour dette. J'allai le délivrer et dans la même maison d'arrêt, et pour la même cause, je trouvai aussi mon infortunée sœur. Si changée, si flétrie par des peines de toute espèce qu'à peine puis-je la reconnaître. Suivant les apparences, Elisa était au dernier degré de la consomption, et son malheur et le mien étaient au point que ce fut une consolation. La vie ne pouvait plus avoir d'autre prix pour elle que celui de lui donner le temps de se préparer à la mort, et ce temps lui fut accordé. Le jour même, elle fut placée dans un bel appartement entouré de tous les soins nécessaires. Je la visitai chaque jour pendant le reste de sa courte vie, et je reçus son dernier soupir. Il s'arrêta encore. Elinor lui témoigna avec l'expression la plus sincère la part qu'elle prenait au triste sort de son amie. « Votre sœur, j'espère, dit-il, ne peut être offensée par la ressemblance qui m'a frappée entre elle et mon infortunée parente. Mais à quoi mène cette déplorable histoire, allez-vous penser ? Peut-être à avancer le moment où votre sœur bannira de sa pensée celui qui ne le méritait pas. Depuis 14 ans que j'ai fermé les yeux d'Elisa, c'est la première fois que ce nom toujours présent à ma pensée est sorti de ma bouche. Sa fille serait-ce... Madame Jennings vous a peut-être parlé de Mademoiselle Williams. Cet enfant, fruit de sa coupable liaison, âgée de 3 ans, était avec elle. Elle la chérissait et ne l'avait point quittée, ce qui m'a prouvé qu'elle disait vrai lorsqu'elle m'a juré qu'elle n'avait pas d'autre faute à se reprocher et que le repentir seul lui avait fait quitter le père. Elle le dit encore en expirant et en me recommandant sa fille que je promis de regarder comme si elle était la mienne. Je sentis tout le prix de sa confiance et j'aurais bien volontiers servi de père dans le sens le plus strict, en veillant moi-même sur son éducation si ma situation me l'avait permis. Mais je n'avais ni famille ni demeure, aussi je fus forcée de placer ma petite pupille dans une pension sous le nom d'Elisa Williams. Ce dernier est mon nom de baptême que je me plus à lui donner. Je la vis aussi souvent qu'il me fut possible et depuis la mort de mon frère, survenu il y a 5 ans, qui me laissa la propriété de tous les biens de la famille, elle m'a souvent visité à Delafort. Je la présente comme une parente dont j'avais été nommé le tuteur, mais je me doute qu'on a soupçonné dans le monde qu'elle me tenait de plus près. Il y a 3 ans, donc elle avait 14 ans, je l'ôtai de la pension où elle était depuis la mort de sa mère pour la placer sous les soins d'une femme très respectable. Et s'est chargée de surveiller l'éducation de 5 ou 6 personnes. Pendant 2 ans, je fus parfaitement contente de ma fille adoptive, aussi jolie que sa mère. Elle paraissait plus posée, plus calme. Sa maîtresse l'aimait beaucoup, elle avait en elle tant de confiance qu'elle me sollicita de lui permettre de passer quelques semaines à Bath avec les parents de l'une de ses jeunes amies qui désiraient sa société pour leur fille. Je connaissais cette famille sous un jour avantageux. C'est là sans doute où elle fit la connaissance qui lui a été si fatale. J'ai su depuis que le père de son ami, ayant été retenu par la goutte à la maison, était soigné par sa femme et que les 2 jeunes amis allaient seuls dans les promenades ou à leur emplette du matin. Et de retour à la pension, Elisa ne fut plus la même. Rêveuse, inégale, inattentive, elle s'échappait souvent pour se promener seule dans les environs. La maîtresse la menaça de m'avertir.
Enfin, au mois de février, il y a à présent une année, elle sortit un jour comme à l'ordinaire et ne vint pas. Après un jour ou deux passés en recherche inutile, je fus avertie de sa disparition. J'accourus et tout ce que je pus apprendre, c'est qu'elle s'en était allée. Pendant 8 mois, je fus livrée à des conjectures, dont l'une détruisait l'autre et me replongeait dans une incertitude cruelle. Tout ce que je pus découvrir, c'est qu'un jeune homme d'une figure, d'une beauté remarquable, avait souvent été vu dans les environs, se promenant avec elle, mais je ne pus avoir aucune lumière sur son nom. « Oh ciel !» s'écria Elinor. « Ne serait-il possible que ce soit Willoughby ?» Sans lui répondre, le colonel continua. Toutes les recherches pour découvrir quelques traces de sa demeure ayant été inutiles, Sir John m'invita de passer quelque temps à Barton Park pour me distraire. C'est alors que je fis la connaissance des intéressantes parentes de Sir John, et c'est là que je vis avec un trouble que je ne pus gâcher l'image vivante de ma pauvre Elisa, image qui me fit une impression d'autant plus vive, d'autant plus douloureuse, qu'elle me retraça en même temps la perte de la mère et celle du dépôt qu'elle avait confié à mes soins. Je combattais entre la nécessité de partir et le désir de rester lorsque je reçus inopinément une lettre d'Elisa elle-même. Dans les premiers jours d'octobre, elle me fut renvoyée de ma terre de Delafort où elle était adressée. Je la reçus le matin du jour où nous devions tous aller à Whitwell. Vous vîtes l'émotion qu'elle me donna et qui fut d'autant plus vive que l'écriture, les expressions de ma pauvre repentante pupille me firent présumer qu'elle était très malade et qu'elle avait un pressant besoin de mon secours. Elle me disait où je la trouverais, c'était dans un hameau tellement retiré que je ne fus pas surpris qu'elle lui échappait à toutes mes recherches. Je n'avais donc pas un instant à perdre et je résolus de partir tout de suite pour aller la chercher. Je parus fort étrange, fort entêtée, vous seul ne fîtes aucun effort pour me retenir et pardonnez si j'ose croire que vous étiez celle qui me regretterait le plus. Je partis très inquiet de l'état où je trouverais ma fille adoptive et le cœur serré du regard courroucé de Marianne qui ne me pardonnait pas de faire manquer cette partie. Ô combien j'étais alors loin de me douter que cet heureux Willoughby dont les regards me reprochaient l'impolitesse de mon départ fut celui qui en était la cause, et lui-même, s'il avait su que j'allais au secours de celle qu'il avait perdue, abandonnée. Mais en aurait-il été moins gai, moins satisfait? Un sourire de Marianne ne lui faisait-il pas oublier les larmes de ma pauvre Elisa? Non, non, l'homme capable de laisser la jeune fille dont il a séduit l'innocence, de la laisser dans la misère et dans l'abandon, sans asile, sans amis, sans secours, ignorant sa retraite, et qui, pendant que sa victime meurt de sa douleur, médite peut-être la perte d'une autre. Non, un tel être n'est pas susceptible de remords. Il avait quitté Elisa en lui promettant de revenir, il n'était pas revenu. Il ne lui avait pas écrit, il ne pensait plus à elle. Un mouvement involontaire avait fait baisser les yeux à Elinor, comme si elle avait eu honte pour sa sœur d'avoir été même sans le savoir complice d'une telle perfidie. C'est au-dessus de tout, de ce que je pouvais imaginer. Mais mon cher colonel, pourquoi? Je vous entends, dit-il. Pourquoi ne vous ai-je pas averti plus tôt? Non, je ne puis vous exprimer ce que j'ai souffert depuis mon retour. Combattons chaque jour, chaque instant avec moi-même pour vous cacher ou vous découvrir cette histoire. Lorsque je vis que Willoughby ne retournait point à Barton, j'espérais que quelques incidents vous avaient dévoilé son caractère ou que sa légèreté l'avait entraîné loin de Marianne et qu'il n'était plus dangereux pour elle. J'espérais que Willoughby sans doute avait été rendu à la vertu par l'empire irrésistible d'une famille telle que la vôtre et des charmes de Marianne. Il avait continué à l'adorer et j'osais espérer que revenir de ses erreurs de jeunesse, il la rendrait heureuse. Et celle qui allait appartenir à Willoughby réunissait tant de perfection qu'elle devait sans doute fixer son inconstance. Voilà, chère Elinor, les motifs de mon silence. J'allais jusqu'à me persuader que dans ma situation, c'était un devoir de me taire. Cependant, un sentiment antérieur m'a souvent engagée à m'ouvrir entièrement à vous. Et si je vous avais trouvé seule la semaine passée, je m'aurais enfin décidée à vous parler. Je suis venue ici déterminée à vous faire connaître la vérité. J'ai commencé une explication. Mais à présent qu'il agit aussi indignement avec Marianne, je n'ai plus à le ménager et je dois faire connaître à votre sœur le danger qu'elle a couru en s'attachant à un homme sans principe, sans mœurs, sans délicatesse, qui lui destinait peut-être le même sort qu'à ma pauvre Elisa, s'il avait pu triompher d'elle aussi facilement. Usez toutefois, chère Elinor, de votre prudence, de votre discernement pour lui communiquer ce que je viens de vous dire. Vous pouvez bien mieux que moi juger de son effet et de ce que vous devez lui apprendre ou lui cacher. Mais si je n'avais pas cru de bonne foi et en conscience que cette histoire pût vous être utile pour adoucir ses regrets, je ne me serais jamais permis de vous troubler par le détail de mes propres afflictions et par un récit qui peut faire présumer que je cherchais à me révéler aux dépens des autres. Elinor le remercia avec l'expression de la plus tendre reconnaissance et lui dit qu'elle pensait comme lui que cette communication serait avantageuse pour sa sœur. J'ai été plus peinée, dit-elle, de l'avoir essayé de le justifier que de tout le reste. C'est une certitude de son indignité qui doit faire effet sur un caractère tel que celui de Marianne. D'abord, elle en souffre beaucoup et je suis presque sûre de l'efficacité rapide du remède.
Avez-vous revu Monsieur Willoughby depuis que vous l'avez quitté à Barton? Demande Elinor. Oui, répondit gravement le colonel. Je l'ai vu une fois. Notre rencontre était inévitable. Il n'y avait qu'une seule manière. Elisa m'avoua enfin avec beaucoup de peine le nom de son séducteur. Je ne pouvais pas laisser passer son indignation sans lui dire mon opinion sur sa conduite envers la jeune fille confiée à mes soins. Je lui écrivis à Lennon dans des termes qui l'obligèrent à se rendre à Londres, où il arriva 15 jours après moi et où je lui donnai rendez-vous. Nous nous rencontrâmes donc, lui pour défendre et moi pour punir sa conduite. Nous ne fûmes blessés ni l'un ni l'autre et la rencontre ne fit pas de bruit. Désolée de ne pas avoir su prévenir le malheur de la fille de mon Elisa, d'avoir si mal répondu à sa confiance, je consacre le reste de ma vie à adoucir ses peines, à la réconcilier avec elle-même, à la consoler d'une faute qu'elle peut encore réparer à force de vertu et en remplissant tous les devoirs qui lui sont imposés. « Est-elle à Londres ?» demande Elinor. « Non, sa santé avait besoin d'un air plus pur, je la trouvais près de devenir mère. Son fils l'occupe uniquement. Je l'ai placée comme une jeune veuve à la campagne chez des gens dont je suis sûre. » Se rappelant tout à coup que Marianne avait peut-être besoin de sa sœur, que Madame Jenning allait rentrer, il termina sa visite, recevant encore tous les remerciements d'Elinor et la laissant pleine d'estime pour lui, de compassion pour sa fille adoptive et d'indignation contre Willoughby. Waouh, que de révélations! Alors en effet, le colonel Brandon était complètement amoureux de sa cousine qui s'appelle Elisa, sauf qu'ils ignoraient tous les deux qu'elle était déjà engagée avec son frère aîné, qu'elle était extrêmement riche. Ils ont souhaité même donner tout son argent au frère aîné pour qu'ils restent tous les deux ensemble. Ils ont espéré aussi s'évader, sauf qu'une des femmes de chambre a révélé leur plan, ce qui les a conduits à être séparés à jamais. Elle a été forcée à épouser son cousin, l'aîné. 2 ans après, ils sont divorcés, car pour inconduite, donc c'est-à-dire qu'elle a trouvé d'autres hommes. Malgré de nombreuses recherches, il a retrouvé Elisa, qui était dans un état presque à mourir, et qu'elle était avec une petite fille de 3 ans. Et il l'appela également Elisa, comme sa mère, et Williams par son nom de baptême. Et elle lui demanda s'il pouvait s'en occuper comme de sa propre fille. Évidemment, il accepta. Et il l'a mis dans une pension pour jeunes filles. Et c'est là qu'on apprend qu'en fait cette Elisa a été séduite par Willoughby, rien de plus, évidemment, toujours lui. Que de plus, elle a été enceinte, que maintenant elle a un fils. Donc on suppose que le père n'est autre que Willoughby et qu'il l'a laissée seule, sans amis, dans un coin isolé, alors qu'elle était enceinte. Et au lieu de ça, il est en train de se pavaner, donc en fait, avec Marianne, de faire son bel homme tout amoureux, machin. Alors que derrière tout ça, il venait d'abandonner une femme enceinte. Mais il est vraiment horrible, c'est un gros salaud quoi. Désolée, mais il n'y a pas d'autre mot. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je suis choquée. Donc on comprend tout à fait que le colonel Brandon était vraiment très bizarre et qu'il soit parti précipitamment en disant qu'elle était malade, en fait c'est qu'elle allait bientôt accoucher et qu'elle se retrouvait toute seule abandonnée dans un hameau très loin et que lui il est parti en disant qu'il allait revenir alors qu'en fait il était en train de se pavaner avec une autre fille. Et on comprend mieux pourquoi d'un coup Willoughby est parti précipitamment également 15 jours après en disant oui je vous oublierai pas Marianne et qu'il avait l'air vraiment paniqué, pas bien. Là on comprend mieux pourquoi en fait. C'est juste que Colonel Brandon lui a dit de revenir et parce qu'il a des responsabilités et que qu'il allait le faire payer quoi. En tout cas, maintenant nous connaissons la véritable histoire du colonel Brandon et du coup j'ai beaucoup plus de respect pour lui. En fait, il fait beaucoup de peine. Il a vécu énormément de malheurs. Il a toujours été là pour sa cousine qu'il aime tendrement. Et du coup, sa petite cousine, il la considère comme sa fille. Et là, en plus de savoir que elle a été éconduite par un homme tel que Willoughby et qui refait de même avec Marianne, bon, on ne s'est pas allé aussi loin et heureusement d'ailleurs. Mais comme il le dit, ça n'a pas été aussi loin parce qu'en fait, il y a Elinor, il y a sa mère, il y a sa famille qui est auprès d'elle. Donc Elinor, qui est toujours la voix de la raison, a pu la calmer, a pu la cadrer, même si elle s'est complètement abandonnée à ses sentiments. Mais heureusement que... là, si Marianne, elle était également enceinte,
Là, ça aurait été pire. Là, il l'aurait fait 2 fois de suite. Ça aurait été pas la même. Mais du coup, je suis très contente que le colonel Brandon avoue enfin à Elinor toute son histoire et explique ce qui s'est passé, pourquoi il a un regard aussi noir sur Willoughby. Et aussi, il souhaite du coup qu'avec cette histoire, qu'elle le répète à Marianne pour lui dire qu'elle a échappé au pire. Qu'elle traverse, évidemment, c'est très douloureux, mais qu'en fait, cet homme, il est horrible, il est cruel. Et qu'elle a échappé vraiment au pire. Il faut vraiment qu'elle l'oublie, et là, elle a toutes les raisons pour l'oublier. Ça sera dur, mais là, elle a toutes les raisons de l'oublier, que c'est pas sa faute. Il est comme ça, il est horrible, il est vraiment très cruel. Raison et sentiments, chapitre 33. Elinor trouva bientôt l'occasion de répéter cette conversation à sa sœur, mais l'effet fut très différent de ce qu'elle avait imaginé. Marianne n'eut pas l'air d'avoir un seul doute. Elle écouta le récit avec la plus ferme et la plus soumise attention, sans dire aucune remarque, aucune objection, sans interrompre cette narration par la moindre exclamation douloureuse. Toute sa conduite prouva à Elinor que la conviction de cette perfidie avait frappé son esprit, mais sans guérir son cœur. Elle vit aussi avec satisfaction qu'elle ne cherchait plus à éviter le colonel Brandon. Quand il entrait dans le salon, Marianne ne sortait plus. Si elle ne lui parlait pas la première, elle lui répondait avec beaucoup de politesse et même avec une sorte de respect et ne se permettait plus un seul mot contre lui. Marianne était plus calme, plus résignée en apparence. Son esprit plus équilibré, était toujours aussi mélancolique. La séduction de Madame Williams, l'abandon qui en avait été la suite, la misère de cette pauvre jeune fille, qui contrastait si fort avec la gaieté brillante de son séducteur. Cela causait plus de peine à sa sœur que si elle le lui avait confié du matin au soir. Tout cela l'oppressait au point de ne pouvoir plus même en parler avec Elinor. Et nourrissant en silence le chagrin qui la dévorait, elle causait plus de peine à sa sœur que si elle le lui avait confié du matin au soir. Madame Dashwood, qui a appris la nouvelle, était véritablement attristée. Sa douleur égalait presque celle de Marianne et son indignation surpassait celle d'Elinor. Des pages entières arrivaient tous les jours pour dire et redire toutes ses pensées, tous ses sentiments, pour exprimer sa sollicitude à l'égard de sa chère Marianne, pour la supplier d'avoir un courage dont elle ne lui donnait pas l'exemple et pour la recommander à Elinor. Malgré son désir de les revoir toutes les deux, elle insistait pour qu'elles ne reviennent pas encore à Barton. Elinor vit avec chagrin que chaque lettre de la chaumière redoublait la tristesse de sa sœur. Elle en vint à croire qu'en effet Madame Dashwood faisait mieux de ne pas la rappeler auprès d'elle et qu'elle ne ferait que s'exciter ensemble au regret et à la douleur. Madame Dashwood les engageait à profiter de l'invitation et de la générosité de Madame Jennings et à rester au moins durant les 5 ou 6 semaines envisagées pour leur séjour à Londres. Elle espérait qu'une diversité d'objets, d'occupations, de sociétés que l'on ne trouvait pas à Barton pourrait peut-être distraire sa chère Marianne de ses tristes pensées et lui procurer un autre objet d'intérêt qu'elle-même. Une rencontre fortuite de Willoughby ne l'inquiétait point, elle n'était pas à craindre. Marianne avait même moins de chances de le rencontrer qu'à Barton. Un autre motif se joignait encore pour engager ses filles à rester à Londres. Une lettre de M. John Dashwood lui avait annoncé qu'avant le milieu de février, il les serait établi en famille. Elle désirait beaucoup que ses filles fussent à même de voir parfois leur frère, sans le dire. Elle pensait aussi que son Elinor gagnerait sûrement le cœur de Madame Ferrars et qu'elle verrait au moins une de ses filles heureuse et bien établie. Marianne avait promis de se laisser guider par l'opinion de sa mère. Elle s'y soumit donc sans opposition, bien qu'elle eût souhaité et espéré le contraire. La seule chose qui lui fit prendre son parti sur cette décision, c'est que si elle était un mal pour elle-même, elle serait un bien pour Elinor, qui pourrait voir Édouard journellement chez sa sœur. Elinor, de son côté, pensant qu'avec des relations de famille aussi étroites, elle ne pourrait pas toujours éviter Édouard. Fortifier son âme pour s'accoutumer à le voir, non plus comme son futur époux, mais comme celui de Lucy Steele. Ni Madame Jennings, ni aucun de ses enfants, sans n'en excepter la bavarde petite Madame Palmer, ne parlaient jamais de M. Willoughby devant elle, mais ils s'en dédommageaient amplement lorsqu'elle n'était pas avec eux, ce qui arrivait souvent. Sir John pouvait à peine croire que cela fût possible, un homme dont il avait toujours eu une bonne opinion, si gentil garçon. Il le vouait à tous les diables du plus profond de son cœur. Non, non, tout est fini avec lui. Lady Middleton dit le premier jour, « En vérité, un homme de la bonne société ne devait pas se conduire ainsi, n'avoir pas l'air de connaître une personne chez qui il a été reçu si poliment, une parente de Sir John, c'est très mal. » Ensuite, elle n'en parla plus. Mais ayant appris que Madame Willoughby était une élégante qui donnait le ton et se mettait à merveille, elle pensa qu'elle embellirait ses assemblées, se promit de lui envoyer des cartes de visite et de l'inviter au 1er août qu'elle donnerait. Elle est vraiment pas possible cette Madame Lady Middleton quand même. Elle veut tellement se faire bien voir de la société que même malgré le coup qu'il a fait, va quand même envoyer des cartes de visite.
En attendant, son indifférence polie plaisait mieux à Elinor que le brillant et humiliant intérêt des autres personnes de leur société. Monsieur Palmer, qui n'avait pas l'air de se douter qu'il y eût au monde une Marianne Dashwood et un John Willoughby, était alors celui de leur société qui convenait le mieux à Elinor, excepté cependant le bon colonel qui ne parlait de Marianne que sur le ton de la plus extrême délicatesse et avec qui Elinor pouvait causer avec une entière confiance. Depuis que Marianne savait qu'il était très sensible et qu'il avait été malheureux en amour, elle le voyait sous un tout autre point de vue. Il l'intéressait et Elinor se flattait que cet intérêt s'augmenterait peu à peu. Mais Madame Jennings, qui s'était mis en tête que ce mariage se ferait au milieu de l'été, trouvait que les choses ne s'avançaient point. Au bout de quelques jours, Madame Jennings commença à penser que ce mariage n'aurait lieu qu'en automne, et à la fin de la semaine, elle décida qu'il ne se ferait jamais. La bonne intelligence qui régnait entre Elinor et le colonel et leur aparté la persuadèrent qu'il s'était tourné du côté de l'aîné. Nous verrons ça. Au commencement de février, 15 jours après la réception de la lettre de Willoughby, Elinor eut la pénible tâche d'apprendre à sa sœur qu'il était marié. Marianne reçut cette nouvelle avec un calme affecté, auquel on voyait qu'elle s'était préparée. Mais elle s'enferma dans sa chambre toute la matinée et quand elle en sortit, elle était presque dans le même état que le jour où elle avait reçu la fatale nouvelle. Les nouveaux époux quittèrent la ville dès qu'ils furent mariés. Elinor fut soulagée de sentir qu'il n'y avait plus de danger de les rencontrer et que sa sœur, qui n'était pas sortie une seule fois de la maison depuis son chagrin, pourrait au moins prendre l'air, se promener. Peu de jours après, les deux demoiselles Steele arrivèrent avec un ami, le docteur Davis, chez un de leurs modestes parents. Elinor fut la seule qui, dans le fond de son cœur, fut fâchée de les voir. La présence de Lucie lui faisait éprouver une véritable peine. Elle ne savait comment répondre à ces démonstrations de joie exagérées de la voir encore à Londres. « J'aurais été désespérée, ma chère demoiselle Dashwood, de ne pas vous trouver encore ici, lui dit-elle en pesant sur ce mot avec emphase. Il aurait été cruel, il est vrai, de partir avant l'arrivée de votre frère et de votre belle-sœur et de la famille. » Elinor la comprit parfaitement et fit appel à toute sa force de caractère pour que Lucie ne s'en aperçût pas. « Je suppose que vous irez demeurer avec monsieur et madame John Dashwood dès qu'ils seront à la ville, reprit Lucie. « Non, je ne le crois pas, répondit Elinor. « Je suis fâchée que nous puissions voir votre sœur, dit mademoiselle Anne. Est-elle malade? On prétend qu'elle a ses raisons et je la comprends. » Je suis fâchée que nous ne puissions voir votre sœur, dit mademoiselle Anne. Est-elle malade? On prétend qu'elle a ses raisons et je les comprends bien. On ne trouve pas facilement un homme tel que monsieur Willoughby et c'est vraiment une grande perte. Elle est donc bien désolée, la pauvre Marianne. Elle le saura certainement, mesdames, de n'avoir pas le plaisir de vous voir, dit Elinor. Elle a aujourd'hui un grand mal de tête qui la force à garder sa chambre. Un mal de tête, quel malheur! Mais ne pourrait-elle pas voir d'anciens amis de campagne comme nous, avec qui elle peut ouvrir son cœur en entier? Rien ne soulage mieux, nous allons monter chez elle. Je crois, dit Elinor un peu sèchement, que pour la migraine, le silence et le repos valent mieux. Elle commençait à les trouver impertinentes, au point qu'elle ne pouvait presque plus se modérer. Lucie lui épargna la peine d'une réprimande. Elle en fit une très sèche à sa sœur aînée sur son manque d'usage et de politesse. Donc ça y est, Marianne est au courant de toute l'histoire de l'histoire du colonel Brandon, d'Eliza Williams avec Willoughby. Elle croit totalement à cette histoire, ça permet de calmer ses sentiments. Et maintenant elle regarde le colonel Brandon avec respect, elle ne l'évite plus, elle ne dit plus de mal de lui, bien au contraire. Mais elle a toujours cette peine au fond d'elle-même parce qu'elle aime toujours Willoughby, malgré tout ça, voilà, les sentiments étaient là. Et ça y est, au bout de 15 jours, elle apprend enfin le mariage entre Willoughby et mademoiselle Gray. Madame Dashwood apprend enfin la vérité sur ce qu'il en est donc de Willoughby. Elle est encore plus malheureuse que Marianne et encore plus indignée qu'Elinor. Elle leur envoie des lettres tous les jours. Au final, ça n'aide pas vraiment à Marianne d'aller beaucoup mieux. Ça permet juste à Madame Dashwood d'exprimer tout ce qu'elle ressent, de se dégager de tout ça. Mais en fait, ça fait beaucoup plus de mal à Marianne. Donc, d'un côté, Elinor se dit que c'est bien qu'elles soient si loin l'une de l'autre parce que toutes les deux ensemble, je pense qu'elles seraient en fait elles se tortureraient toutes les deux. Donc, ce qui n'est pas une bonne chose. Et elle leur apprend également que John Dashwood, leur frère, va bientôt arriver d'ici peu de temps, qu'elles doivent encore rester au moins 5 à 6 semaines à Londres. Sinon, tout le monde y va de son commentaire sur Willoughby, plus ou moins plaisant évidemment. Et puis cette Lady Middleton, toujours égale à elle-même.
elle est d'accord avec tout le monde en disant que Willoughby est un homme impardonnable et tout ça, mais sachant que sa nouvelle femme est extrêmement riche et s'habille extrêmement bien de la dernière mode, il serait peut-être de bon ton pour sa société de l'inviter et d'envoyer des cartes de visite. Elle ne pense vraiment qu'à elle, hein. Malheureusement, c'est comme ça. Non, Madame Jennings pense que le colonel Brandon va épouser Marianne, mais maintenant, avec le temps, elle pense qu'il a mis son dévolu sur en fait Elinor, l'aînée. Et je pense qu'ils iraient bien tous les deux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que... Ouais, je trouve qu'ils iraient vraiment bien tous les deux. Et enfin, nous retrouvons les deux demoiselles Steele. Je les aime vraiment pas et elles sont insupportables. Et même dans leurs phrases, elles sont manipulatrices et vraiment hypocrites. Parce que là, elles disent je comprends pas, votre sœur est malade. Après, je comprends vu les circonstances, étant donné qu'elle a perdu Willoughby, un tel homme. Mais c'est pas du tout réconfortant en fait. Mais pourquoi dire ça? C'est tellement méchant. Et là, de suite, oh, mais ça va mal, je pense que ça irait mieux qu'elle vienne nous voir. Elle peut ouvrir son cœur en entier. Ah bah non, mais pas du tout. Vaut mieux pas avec elles, vu comment elles sont. Vaut mieux absolument pas. Et même à ce point-là, ça énerve Elinor. Et encore plus de savoir qu'elles sont ici et que elles vont être là quand sa famille va arriver avec Edward. Donc ça veut dire que... J'ai perdu son prénom. Oui, ça l'énerve encore plus de savoir que Lucy et Edward vont se retrouver. Je pense qu'elle aurait voulu... Alors déjà, de voir Edward très proche d'elle, ça va être très compliqué. Qu'il y ait en plus Madame Ferrars qui soit là. Mais ça aurait permis aussi de discuter avec Edward, de lui avouer qu'elle est au courant par rapport à Lucy, à leur situation, de peut-être avoir une explication alors qu'elle se doutait pas une seule seconde. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il a des sentiments pour Lucy? Est-ce qu'il est engagé avec elle? Ou est-ce juste elle qui invente toute cette histoire juste pour écarter du coup Elinor? Mais le fait de savoir qu'il y a Lucy qui est ici, elle va lui mettre des barrières et je pense qu'elle va tout faire pour utiliser Elinor pour se rapprocher de Madame Ferrars, pour qu'elle soit bien vue auprès d'elle. Et je pense que ça va extrêmement l'énerver. Donc elle n'est vraiment pas heureuse qu'elle soit là. Elle espère qu'ils vont vite partir, enfin je pense. On verra par la suite comment ça va se passer. Mais ouais. Là je pense qu'Elinor va avoir de plus en plus de mal à cacher... à rester polie avec elle. Je pense que ça va un peu chauffer, je pense. Donc je pense que dans les prochains chapitres, on va avoir l'arrivée de la famille d'Ashwood, de John, de Fanny, de Madame Ferrars. Je ne sais pas comment ça va se passer, les retrouvailles en plus s'il y a les demoiselles Steele. J'espère qu'on en saura davantage entre Elinor, Edward et Lucy. Ce qui se trame dans ce trio à trois. Parce que là déjà, pour Marianne, ça y est, c'est fini. D'un côté, tant mieux pour elle, vu comment c'est un homme vraiment cruel. C'est un mal pour un bien, elle s'en rendra compte beaucoup plus tard. Et j'aimerais beaucoup qu'Elinor soit avec le colonel Brandon. Mais bon, ça on verra par la suite. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et passez une très belle semaine.